Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps à la rencontre de l'un des plus brillants savants de l'âge d'or islamique, une lumière venue du Maghreb, Ibn al-Banna al-Marrakouch. Son nom complet, Aboul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ousmane al-Azdi al-Banna, résonne encore aujourd'hui dans le monde des sciences. Né à Marrakech en 1256, il grandit dans une famille lettrée, au cœur d'une époque foisonnante pour les mathématiques. Dès son plus jeune âge, le jeune Ahmad montre un talent exceptionnel pour les sciences exactes. Il plonge dans l'étude des mathématiques, de l'astronomie, mais aussi de la logique, de la grammaire et de la jurisprudence islamique. Son éducation se déroule dans les grandes mosquées et madrasas de Marrakech, qui sont alors de véritables centres du savoir. Très vite, son intelligence et sa maîtrise impressionnent ses maîtres et ses pairs. Sa réputation de savant dépasse les murs de sa ville natale pour s'étendre à tout le Maghreb et jusqu'en Andalousie. Il s'inscrit fièrement dans la lignée de géants comme Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, et Ibn al-Haytham, le pionnier de l'optique. Ibn al-Banna était un auteur incroyablement prolifique. Certaines sources lui attribuent plus de 100 ouvrages. Une grande partie de son travail est consacrée aux mathématiques appliquées, notamment au commerce, ce qui montre son souci de rendre la science utile au quotidien. Il a joué un rôle crucial dans la vulgarisation du système décimal. Il fut l'un des premiers à expliquer de manière claire et simple l'usage positionnel des chiffres que nous utilisons tous aujourd'hui. Imaginez, avant lui, les calculs étaient bien plus compliqués. Il a introduit des méthodes de calcul simplifiées qui ont révolutionné la manière de compter dans tout le Maghreb. Son livre le plus célèbre, le Talkes Amal al-Hisab, que l'on pourrait traduire par résumé des opérations du calcul, est devenu un manuel incontournable pour des générations d'étudiants. Dans cet ouvrage, il ne se contente pas d'expliquer les règles de base de l'arithmétique. Il y intègre des exemples concrets tirés du commerce, comme le calcul des profits et des pertes, et présente même des méthodes pour résoudre des équations. Ibn al-Banna a été un véritable catalyseur pour la diffusion de l'algèbre en Afrique du Nord. Il a commenté et clarifié de nombreux textes mathématiques anciens, les rendant accessibles à un public plus large. Mais son génie ne s'arrêtait pas aux chiffres. Ibn al-Banna était également un astronome de renom. Il a rédigé des tables astronomiques connues sous le nom de Zadjij, qui ont été utilisées pendant des siècles. Ces tables étaient essentielles pour la vie quotidienne des musulmans. Elles permettaient en cas de calculer avec précision les heures des 5 prières quotidiennes et de déterminer la direction de la Qibla vers la Mecque. Maîtrisant parfaitement les instruments d'observation comme l'astrolabe, il s'est aussi intéressé au calendrier lunaire, un travail crucial qui aidait les juristes à déterminer le début et la fin des mois sacrés, comme le Ramadan. Il a même écrit sur l'astrologie, mais toujours en faisant une distinction très nette entre la science astronomique et la simple superstition. Cet esprit universel était aussi un linguiste accompli. Il a rédigé des commentaires sur la grammaire et la richesse de la langue arabe. Il a exploré en profondeur la logique aristotélicienne, influencé par le grand philosophe andalou Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès. Pendant des décennies, il a enseigné à Marrakech, formant une nouvelle génération de savants qui, à leur tour, ont brillé dans leurs domaines respectifs. Il a pleinement participé à la vie intellectuelle florissante du Maroc sous la dynastie des Mérinides. Les souverains de cette époque encourageaient activement la science, finançant écoles, universités et bibliothèques, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement de savants comme lui. L'une des grandes forces d'Ibn al-Banna était sa volonté de rendre le savoir accessible. Il a joué un rôle important dans la classification des sciences, mais surtout, il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation. Il ne voulait pas que la connaissance reste l'apanage d'une petite élite. Pour cela, il utilisait des exemples concrets et pratiques, ce qui a permis à ses travaux de se diffuser très rapidement. Il a même développé des méthodes pédagogiques innovantes comme l'utilisation de schémas pour faciliter la mémorisation. Dans le domaine des mathématiques pures, ses contributions sont stupéfiantes. Il a simplifié les calculs complexes, amélioré les notations préalgébriques
en créant des symboles pour certaines opérations, anticipant ainsi des concepts de l'algèbre moderne. Ses explications sur les fractions étaient d'une clarté remarquable. Il a également proposé une théorie solide sur les proportions, discuté des nombres irrationnels et appliqué la géométrie à des domaines pratiques comme l'architecture, ou même la fiscalité pour le calcul des impôts. Au-delà des sciences profanes, Ibn al-Banna s'est également intéressé aux sciences religieuses. Il a étudié en profondeur le fiqh, la jurisprudence islamique selon l'école malikite, et a rédigé des commentaires sur d'importants ouvrages juridiques. Il était convaincu que la logique était un outil essentiel pour une application juste du droit. Bien que cette partie de son œuvre soit moins connue, elle est tout aussi importante. Il cherchait constamment une cohérence entre la raison et la révélation. Face à des contradictions apparentes dans les textes sacrés, il proposait une méthodologie d'interprétation rationnelle et rigoureuse. Ibn al-Banna était aussi un philosophe. Il a réfléchi à des questions profondes comme la nature du temps, les concepts de mouvement et la causalité. Son approche, bien qu'influencée par la philosophie islamique classique, restait toujours pragmatique, orientée vers la compréhension du monde réel. Il était profondément respecté par ses contemporains, qui le considéraient comme un véritable génie polyvalent. On dit qu'il passait une grande partie de sa vie dans les bibliothèques entouré de livres. Son esprit était méthodique et incroyablement organisé. Il classait ses notes avec une précision méticuleuse. Grâce à cette rigueur, beaucoup de ses manuscrits ont circulé rapidement de son vivant. Certains ont été copiés des centaines de fois, devenant des textes de référence dans les universités et les écoles jusqu'au XIXe siècle. Ibn al-Banna al-Marrakouch s'est éteint en 1321 dans sa ville bien-aimée, Marrakech. Sa mort a marqué la fin d'une grande ère scientifique, mais son héritage, lui, est immortel. Ses ouvrages ont été enseignés dans les écoles marocaines pendant des siècles. Ses contributions ont inspiré d'innombrables savants, non seulement au Maghreb, mais elles ont aussi influencé le développement des mathématiques en Europe. Aujourd'hui, les historiens des sciences lui rendent hommage et le considèrent comme le plus grand mathématicien que le Maghreb ait jamais connu. Ses écrits ont joué un rôle fondamental dans l'évolution du calcul et de l'algèbre. Son œuvre témoigne de la place centrale de la raison et de la science dans la civilisation islamique. Il symbolise cette incroyable synthèse du savoir andalou et maghrébin. Ibn al-Banna est bien plus qu'un nom dans un livre d'histoire. Il incarne l'esprit de curiosité, la rigueur intellectuelle et la passion de transmettre le savoir. Son nom reste à jamais associé à l'excellence mathématique, et il demeure une figure majeure et inspirante du patrimoine scientifique de l'humanité. Merci d'avoir suivi ce voyage à la découverte d'un géant du savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques et scientifiques. À très bientôt